Je suis ravi, au nom de Greenwind et de tous les partenaires qui ont rendu cette soirée possible, ravi de vous accueillir et je voudrais vraiment vous remercier d'être présent pour une soirée de la plus belle eau, si j'ose dire, avec beaucoup de choses à entendre, à voir, à dire peut-être après aussi cette conférence. Et donc sans tarder, je vous propose de l'entamer, cette soirée, par une vidéo consacrée au secteur de l'eau et plus précisément aux compétences wallonnes en la matière, entre guillemets, et au rôle de Greenwind dans ce secteur. L'eau est une ressource inégalement répartie sur la surface du globe. Sa disponibilité, son accessibilité, sa qualité et sa consommation font de l'or bleu la source d'enjeux économiques, sanitaires, écologiques et géostratégiques de plus en plus importants. La Wallonie bénéficie, elle, d'une situation privilégiée en la matière. Production, distribution, captage, adduction, épuration, sans parler des aspects hydrauliques et hydrologiques, notre région peut compter sur une multiplicité d'acteurs publics et privés parfaitement compétents et qui collaborent efficacement au service des particuliers et des industries. Aquawal est une association qui regroupe les entreprises publiques du secteur de l'eau, lequel secteur de l'eau, fort de 3400 emplois directs, a 4 missions essentielles. D'une part, assurer la protection des captages, livrer l'eau dans la meilleure qualité chez les consommateurs, veiller ensuite à épurer les eaux et finalement pratiquer la plus grande transparence des coûts, c'est ce qu'on appelle le coût vérité. L'EWE regroupe à la fois des entrepreneurs électromécaniciens et des bureaux d'études dans le secteur de l'eau potable et de l'eau usée. Au niveau de l'eau potable, le secteur est en maturité. Il y a certes de nouveaux investissements qui s'opèrent pour faire face aux normes et aux exigences, notamment de l'Europe. Et au niveau du secteur de l'eau usée, nous avons bénéficié en Wallonie d'un programme d'investissement très conséquent ces dernières années et les grosses stations d'épuration ont été réalisées et nous nous dirigeons maintenant pour terminer le programme vers des stations d'épuration entre 2000 et 10 000 équivalents habitants. Nous avons d'abord fait les choses pour bien les faire pour nous, mais il est clair que nous avons acquis une expérience et là les entreprises privées qui sont des partenaires, puisque ce sont eux qui réalisent quand même les travaux, peuvent être forts de leur expérience et nous sommes aussi tout à fait disposés à les appuyer dans toutes leurs démarches à l'étranger. Le savoir-faire, il est là. Il existe au sein des entreprises, mais il existe également dans des centres de recherche comme le CBDO, comme le CELABOR, comme à l'université. Nous avons un centre de formation tout à fait remarquable à Verviers au sein du polygone de l'eau. La Wallonie est au top au niveau européen, notamment sur le plan des personnes, donc il y a pas mal de chercheurs, il y a pas mal d'universités avec lesquelles nous collaborons. L'Université de Liège, le CRA, Jean Blou, l'Université catholique de Louvain, mais en même temps en matière de communication, c'est-à-dire que le problème au niveau, par exemple, d'un sujet qui est assez nouveau pour nous, c'est la présence des substances émergentes, notamment les médicaments, les résidus de médicaments dans l'eau potable. Sur ce sujet, nous collaborons vraiment très fortement avec non seulement les administrations, l'administration publique wallonne, mais également avec l'université wallonne. C'est dans le cadre de ses missions d'accélérateur d'innovation en technologie environnementale que Greenwind s'est orienté vers l'ensemble des technologies de l'eau avec la valorisation de projets existants et la mise en œuvre de nouveaux projets de recherche et de formation. Un pôle de compétitivité est là pour favoriser le développement, l'innovation. Et donc le premier rôle est sans doute de confronter les entreprises aux grands enjeux qui se posent au niveau européen, au niveau mondial. Les problèmes de la pollution de la ressource même, des nappes phréatiques, des eaux de rejet. C'est le problème de l'adduction. On a un réseau de conduite qui est vétuste en Europe et il faut le rénover, on peut le faire avec des matériaux innovants. Et c'est le problème aussi de la consommation. Et donc Greenwind va assister les entreprises dans une réflexion autour de ces grands enjeux
et les aider à monter des dossiers de recherche, des dossiers de développement, d'innovation, des dossiers d'investissement parfois, pour apporter des réponses à ces problématiques qui ont été mises en évidence ensemble. Depuis l'année passée, on a déjà pu monter et porter 2 ou 3 projets qui sont financés par la région wallonne. C'est le cas d'un projet MASSET qui est porté par Aquatic Science et financé dans le cadre du plan Marshall. Il vise à développer un nouveau filtre qui est spécifique à des polluants secondaires qu'on trouve dans les eaux de piscine. C'est un système qui sera demain transposable aux eaux potables. Et un projet de Sotrad Water qui vise à développer un système de potabilisation peu coûteux et très économe en énergie. On réfléchit aussi, et ce sera sans doute dans une prochaine vague de projets, à des nouveaux systèmes d'épuration des eaux avec Eloi Water par exemple, avec Palto, quelques autres opérateurs du secteur wallon. Le projet MASSET développé dans le cadre de Greenwind est porté notamment par la société Aquatic Science, une société qui s'est déjà taillée une solide réputation de qualité dans le domaine des filtres biologiques pour piscines, bassins, jardins aquatiques et autres, ce que l'on nomme généralement les eaux récréatives. Des solutions innovantes et intensives qui fonctionnent donc sans chlore ni autre désinfectant, et c'est à partir de cette technologie que s'est construit ce projet de recherche. Dans le projet MASSET, on voit vraiment une étape ultérieure pour, de manière très spécifique et tout à fait contrôlée et maîtrisée, filtrer tous les polluants secondaires qu'on retrouve dans l'eau, des résidus de pesticides, des résidus de crème solaire, des perturbateurs endocriniens, donc des résidus hormonaux. Il y a 4 partenaires. Aquatic Science se concentre sur la fabrication physique du filtre de nouvelle génération. Nanosil va développer des substrats spécifiques en partenariat avec le Giga, des substrats qui vont allier les nouvelles technologies nano et biotech. Et enfin, l'UCL qui va se focaliser sur les senseurs, la détection des polluants pour automatiser l'ensemble du système. Grâce au pôle et au soutien de la région wallonne, on va pouvoir faire un bond en avant pour vraiment mettre les moyens nécessaires pour assembler toutes ces nouvelles technologies et passer à une nouvelle génération de filtres en une fois et pas par petites étapes successives. On gagne donc plusieurs années en termes de développement. Sotrad Water est une société wallonne spécialisée dans la potabilisation des eaux de surface pour les régions décentralisées et rurales, des pays émergents et des pays en voie de développement. Les unités de traitement conçues et fabriquées par Sotrad Water ont une capacité de 1000 à 100 000 litres par heure. Ce traitement se réalise par un système de filtration successive, filtration mécanique, sans produits chimiques, avec au cœur du processus l'ultrafiltration jusqu'à 1 centième de micron, capable de bloquer tous les micro-organismes. Ces unités de traitement sont parfaitement adaptées aux besoins et aux réalités de terrain, que ce soit dans un environnement industriel, dans des zones agricoles, minières ou pétrolières, dans des villes de moins de 50 000 habitants ou dans des zones villageoises, un secteur d'activité où l'innovation partenariale prend tout son sens. Nous avons été très contents de rencontrer Greenwind et de pouvoir discuter avec eux parce que nous sommes actuellement dans la mise au point d'une machine que nous appelons la Pump and Ring universelle qui sera composée d'un ensemble d'éléments qui seront assemblables à souhait. Et nous cherchons évidemment de trouver des partenaires ou des gens avec qui on peut travailler dans les mêmes valeurs de développement, entre autres au niveau du solaire, entre autres au niveau du pompage de l'eau, entre autres au niveau de la conception peut-être électronique qui sera quand même nécessaire, par exemple pour incorporer des modules de prépaiement qui est souvent demandé par les bailleurs de fonds. La société Eloi Water est active dans le traitement des eaux usées, spécialisée dans l'assainissement individuel et dans l'assainissement semi-collectif jusqu'à 2 à 3 000 équivalents habitants. Elle est présente dans près de 30 pays dans le monde et comme de nombreux autres acteurs publics et entreprises privées du secteur de l'eau en Wallonie, délibérément tournée vers l'innovation et donc particulièrement attentive aux possibilités d'échange, de coopération et de synergie proposées dans le cadre de Greenwind.
L'innovation, elle est très présente. Elle se fait de différentes façons, soit en interne, à l'aide d'une équipe pluridisciplinaire. Ça nous permet de mener nous-mêmes nos développements produits. On a la possibilité de tester nos produits sur une plateforme d'essai toute récente. Derrière cela, forcément, on a aussi recours à de l'aide extérieure. On est entouré d'universités, de bureaux d'études, de pôles de compétitivité qui sont là pour nous aider. Ce que les pôles de compétitivité comme Greenwind peuvent nous apporter, c'est essentiel pour nous PME, car elles nous accompagnent dans le développement, elles nous aident à trouver des financements, elles nous permettent d'échanger au travers de groupes de travail. Donc c'est vraiment une véritable aide dans le développement de notre activité. Compétences, expérience, réseau, performance, le secteur est appelé à croître, notamment à l'exportation, et à intégrer de nouveaux acteurs, porteurs d'un savoir-faire complémentaire, à l'instar de CMI par exemple. Pour nous, le domaine de l'eau est une direction dans laquelle on s'est orienté assez récemment. Ça fait partie de notre secteur industrie, puisque nous sommes intéressés aujourd'hui par le traitement des rejets industriels. Le rejet industriel, c'est un rejet complexe qui dépend de la nature de l'industrie. Ça peut être une industrie pétrochimique, agroalimentaire, pharmaceutique, sidérurgique. Et donc il faut adapter le traitement de ces rejets à chaque configuration. Nous avons récemment investi dans l'acquisition d'une société française qui est dans ce secteur d'activité et nous pensons qu'il est extrêmement porteur pour le futur. Nous avons à la fois un marché interne à l'Europe du Nord, à l'Europe tout court et aux États-Unis, à l'Amérique du Nord, mais également en étant à la pointe, nous sommes à même d'aller apporter notre savoir-faire dans des pays qui construisent des grandes usines aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique du Nord, ce sont des pays comme l'Inde, le Brésil, le Vietnam, et ces technologies, ils n'en disposent pas. Notre intention chez CMI, c'est de faire que le pôle d'excellence de l'eau soit en Wallonie. C'est là notre centre nerveux, si je puis dire, mondial pour le groupe. Et donc, toutes les relations que nous avons dans le cadre de Greenwind ou dans le cadre de nos relations avec les universités, les programmes de recherche, nous allons les faire fructifier pour que le pôle de l'eau de CMI ait son centre nerveux en Wallonie. Premiers éléments d'information qui vont être complétés par le vice-président du pôle Greenwind, qui est en même temps, et je crois plus souvent d'ailleurs, doyen de la faculté des sciences de l'Université libre de Bruxelles, François Reniers, qui va vous expliquer peut-être un peu plus en détail ce qu'est Greenwind, mais très rapidement, et puis donner quelques informations, si c'est nécessaire, sur la personnalité que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Monsieur Reniers, c'est à vous. Je vais très brièvement rappeler ce qu'est le pôle Greenwind et je vais tout de suite commencer par le slide qui devrait apparaître maintenant. En fait, le pôle Greenwind est le 6e pôle de compétitivité de la Wallonie, développé dans le cadre du plan Marshall. C'est le plus jeune des 6 pôles et le but de Greenwind est de favoriser les technologies vertes, c'est de favoriser une entreprise qui pollue moins, qui est meilleure pour l'environnement, et ce, au travers de 3 axes particuliers qui sont tout d'abord les produits et les matériaux durables, qui s'intéressent aussi, donc c'est ce qu'on pourrait appeler la chimie verte, qui s'intéressent aussi à la construction des meilleurs bâtiments, et finalement au traitement et à la valorisation des déchets. Liés à ces axes qui sont très technologiques, il y a bien évidemment aussi des axes de formation. Et ce pôle, ce 6e pôle, fonctionne comme les 5 autres pôles, c'est-à-dire en partenariat entre les universités, les centres de recherche et les industries, puisque le but final est de promouvoir l'économie wallonne. Alors, Monsieur Orsena, on m'a demandé de faire votre présentation. Vous avez fait des études de philosophie et de sciences politiques, puis vous vous êtes orienté vers l'économie. Vous avez eu une carrière que tout le monde connaît ici. Vous avez été conseiller d'un président de la République, vous avez été au Conseil d'État, et puis depuis quelques années, vous écrivez des livres, vous êtes donc un écrivain reconnu, tout le monde vous connaît comme écrivain, et vous vous proclamez vous-même promeneur professionnel.
eh bien, je suis tout à fait ravi que le promeneur que vous êtes a pu trouver son chemin jusqu'à Liège aujourd'hui, et je vais immédiatement vous céder la parole. Merci. Je suis heureux de me retrouver à Liège où je suis venu souvent. Je parlais avec quelques amis et parmi les dernières fois où je suis venu à Liège, au fond, ces 2 visites correspondaient aux 2 parties de ma vie. Parce que je suis venu plusieurs fois pour venir saluer Simenon. Donc je suis un bon connaisseur, je crois, du quartier d'Outremeuse. Puis j'étais venu aussi un petit peu avant pour participer à un salon qui s'appelait le salon Initiative et qui, comme son nom l'indique, voulait montrer qu'il y avait plus de possibles qu'on ne croit dans la vie et notamment dans la vie économique, j'y reviendrai. Alors, pourquoi l'eau ? Je me souviens de m'être trouvé un jour, non loin de Samarcande, en Ouzbékistan. J'étais dans un village et tous les robinets étaient ouverts. J'ai demandé pourquoi on ne fermait pas les robinets. On m'a montré l'Himalaya. Je vous recommande ce pays qui est d'une beauté inouïe. Et il y avait donc la grande bande blanche de l'Himalaya. Et le responsable du village m'a dit « Est-ce que vous pensez une seconde qu'un jour nous manquerons d'eau ?» Et après, en revenant, j'ai posé la question à quelques amis climatologues et qui m'ont dit que beaucoup de ces glaciers fondaient. Mais revenons dans le village, et je voyais un champ de coton, et je leur demandais de combien vous avez d'eau par hectare. Et ils m'ont dit 13 000 mètres cubes. Donc je me suis dit que là, ça devenait extrêmement intéressant de réfléchir à l'eau. Et très vite, je me suis rendu compte que l'eau était le miroir, au fond, le plus efficace pour décrire nos sociétés. Vous vous souvenez de ce que disait Cocteau, « Méfiez-vous des miroirs, ils réfléchissent ». Et si vous me dites comment vous produisez l'eau, d'où elle vient, comment vous la distribuez, qui la distribue et à quel tarif, je vous dirai à quelle sorte de société vous appartenez. Et comme c'est cette année les 400e anniversaire de la naissance du jardinier de Louis XIV, le nôtre, il y a une autre dimension de l'eau. C'est que l'eau, c'est le ciel sur la terre, puisqu'évidemment, l'eau reflète le ciel. Mais il y a une autre dimension, c'est que l'eau, c'est le mouvant, alors que la terre, on peut considérer que c'est l'élément fixe. Donc vous voyez, il y a des tas de raisons qui font que l'eau est au cœur de nos vies. D'abord parce que nous sommes faits d'eau, puisque à plus de 70% nous sommes constitués d'eau. Et il se trouve que dans mon livre sur l'eau, il y a un petit chapitre qui peut passer pour une digression, parce que je dois vous dire qu'après 2 ans de voyage uniquement consacré à l'eau, j'en avais marre. Et comme je suis membre d'une autre académie que l'Académie française, c'est-à-dire l'Académie du vin de France, j'ai trouvé un petit prétexte pour aller me promener dans un lieu grandiose de Bourgogne, puisque c'est la Romanée Conti, et j'ai vu que même le vin était constitué à plus de 70% d'eau. Donc j'avais mon prétexte pour rester 2 jours dans le domaine de la Romanée Conti. Si jamais, dans le cadre bien sûr de programmes de recherche de Greenweed section eau, vous avez l'occasion d'y aller, s'il vous plaît, faites appel à moi, je peux servir de guide et je ne serai pas un ingrat. C'est magnifique, parce que si, enfin on va pas, bon non, je parlerai d'une autre fois, de la tâche, des chezeaux et tout ça, enfin une autre fois, ou peut-être pendant le cocktail. Alors, les leçons de l'eau, je voudrais en retenir 7.
La première leçon de l'eau, c'est une analyse très intéressante et obligée des relations entre le global et le local. L'eau oblige à détester les idées générales. Quand je suis revenu de mon long voyage sur l'eau, on m'a dit « Alors j'espère que tu es favorable à la création d'une organisation des Nations Unies de l'eau. » J'ai dit « Jamais. » Puisque tous ces grands machins, comme disait le général de Gaulle, ne sont pas pertinents. Et la question qui est posée avec l'eau, c'est ça. C'est-à-dire que l'eau, comme on le dit très bien dans le film, est inégalement répartie. Et qu'il n'y a pas de moyenne. Et qu'avec le réchauffement climatique, il n'y aura pas une diminution de l'eau. Il y aurait même tendance à avoir une augmentation des vapeurs, mais en gros la même quantité. Ce qui va se passer, c'est que les pays ou les régions du monde qui ont beaucoup d'eau en auront encore plus, avec des risques terribles d'inondation. C'est le Canada, c'est les pays scandinaves, c'est l'Est de l'Asie, et les pays qui en ont peu en auront encore moins, et c'est par exemple la rive sud de la Méditerranée, qui verra sans doute un déclin de la pluie d'environ 20% dans 20 ans, alors que la population aura doublé. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'une analyse globale de l'eau à l'échelle de la planète n'a pas de sens. Il faut trouver la zone pertinente d'analyse et évidemment de distribution. Ce qui veut dire que l'eau oblige à faire extrêmement attention à la géographie. La première leçon de l'eau, c'est de se rappeler à l'importance des sites et à l'importance de l'espace pertinent. Et j'en discutais avec monsieur le maire, c'est que l'eau m'a appris à réfléchir aux lieux de vrai pouvoir et aux zones pertinentes d'action, d'investissement et de solidarité. Et le prochain livre que je vais écrire dans ce cadre, des petits précis de mondialisation, ça sera sur la puissance des villes. Et si, de nos jours, on était en train de revenir au Moyen-Âge? Et si les États étaient de plus en plus impuissants face à des guerres incessantes, non pas des guerres militaires, mais des guerres sociales ou économiques, et si vous assistiez un peu partout dans le monde à la montée des métropoles, c'est-à-dire au poids de la géographie et à l'importance des zones pertinentes, je le redis, d'action et de solidarité. Donc l'eau, évidemment, ça marche par bassin et non pas par globalité, même par pays. Une politique de l'eau de l'entièreté de la Belgique, pour moi, n'a pas de sens. Ce qui se passe ici n'a rien à voir avec ce qui se peut passer à Gand ou ce qui peut se passer dans d'autres régions, à Courtrai ou ailleurs. Donc nous avons, nous en France, 6 agences de bassin qui correspondent aux fleuves. Donc ce sont ça, ces distinctions qui sont des distinctions pertinentes. Je vais vous donner un exemple. J'étais à Calcutta. Je vois l'adjoint au maire qui était spécialisé dans les questions d'eau et en même temps de population. Et il me dit, vous avez vu le nombre de gens que nous avons déjà, que nous accueillons venant du Bangladesh. Alors comme demain vous allez à Dhaka, au Bangladesh, vous direz à vos futurs amis qu'ils arrêtent de venir chez nous. On n'en peut plus des gens du Bangladesh. Ils sont déjà trop nombreux, c'est insupportable. J'ai dit, très bien, monsieur le maire, c'est parfait. Je prends mon petit avion, j'arrive au Bangladesh, où je rencontre le ministre de l'eau, et qui me dit, écoutez, vous allez rester 4-5 jours chez nous, on va vous montrer ce qui se passe, et quand vous reviendrez à Calcutta, voir vos amis indiens, vous leur direz la chose suivante. Si vous n'aviez pas, chers amis indiens, érigé un barrage sur le Gange, juste avant de franchir la frontière du Bangladesh, vous avez franchi un barrage parce qu'il n'y a plus suffisamment d'eau chez vous.
Et pourquoi il n'y a pas suffisamment d'eau chez vous? C'est parce que vous n'avez pas suffisamment investi dans les réseaux, donc vous avez 85% de fuite. Bref, il y a un barrage. Quelle est la conséquence de ce barrage? C'est de réduire le débit du fleuve Gange, de plus en plus de sable sur le fleuve, et surtout, comme le débit est plus faible, vous avez une moindre résistance à la montée des eaux salées qui viennent de la mer du golfe du Bengale. Ce qui fait que les rizières dans ce coin-là sont envahies par le sel. Le riz est une plante qui est une bonne fille, mais au-delà d'un certain taux de sel, il refuse de pousser. Donc les gens meurent de faim. Donc ils vont d'abord dans la capitale du Bangladesh, et après, où est-ce qu'ils vont? Ils vont à Calcutta, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Donc, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que si vous avez une vision globale de l'Inde, du Bangladesh et même de la Chine, vous ne comprenez rien du tout. Il faut entrer dans le détail des régimes des fleuves, des lieux des fleuves, de la distribution des terrains. Et là, mais je pourrais en parler longuement, parce que ces questions m'ont tout à fait passionné, les questions du Gange et les questions du Brahmapoutre. Quand vous savez que plus d'un humain sur deux dépend d'un fleuve qui descend de l'Himalaya, vous voyez la question qui se pose du réchauffement climatique, non pas sur la quantité globale de précipitations disponibles, mais sur la fonte des glaciers qui, évidemment, sont des réservoirs d'eau pendant l'été et hors des périodes de mousson. Donc, première leçon de l'eau, faire très attention aux questions de géographie. L'eau, d'abord, il faut se méfier des idées générales. Les idées générales sont mauvaises de façon globale, mais surtout dans le domaine de l'eau. Et donc, l'eau oblige à se souvenir de la géographie. Deuxième leçon de l'eau. Petit Parisien et Français, j'avais l'impression que ce que je vivais était stable et allait demeurer toujours. Et puis, comme je passais mes vacances en Bretagne Nord, où l'écart entre marée haute et marée basse dépasse 10 mètres, j'ai appris l'éphémère. C'est-à-dire, j'ai appris aussi le cycle. Et je me suis rendu compte de différentes choses. D'abord que l'éphémère était la loi de la nature, que rien n'était stable. Et qu'il y a une très belle phrase japonaise qui peut décrire au fond la pensée asiatique, est la phrase suivante: tout ce qui a une forme est appelé à disparaître pour après trouver une autre forme. Donc c'est une vision que nous n'avons pas, nous, et c'est pourtant la leçon de l'eau. La leçon de l'eau, presque par définition, est comme la musique, une vérité de métamorphose. Rien n'est stable, tout se transforme, tout change de forme, et des autres formes se multiplient sans arrêt. C'est pour ça qu'il y a un lien tellement étroit entre l'eau et la musique. Et là, nous sommes au cœur d'un de vos axes de recherche dans Greenwind, c'est-à-dire ne plus concevoir la croissance uniquement comme une ligne qui ne cesse de monter, mais comme un cercle, et intégrer dans sa tête que les lignes droites, il y en a très peu dans la nature, alors que dans la nature, il y a énormément de cercles, et que la vérité de la nature, c'est des cercles. Donc évidemment, vous avez dans ces domaines-là la question du recyclage. Et là, avec le Cercle des économistes français, nous avions distingué différentes raretés. Il y avait des raretés que nous avons considérées comme opiniâtres, c'est-à-dire des raretés physiques, c'est-à-dire des moments où, dans la nature, on arrive à un manque. Et puis on s'est rendu compte que ces raretés physiques étaient faibles, peu nombreuses, que les vraies raretés, c'était des raretés paresseuses. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas suffisamment investi. Et on n'est pas suffisamment investi, notamment dans le domaine du recyclage. Et donc, si vous mettez dans votre tête que la vérité est plus du côté du cercle que de la ligne, eh bien, vous faites tout pour essayer de relancer les cercles. Et moi, je suis de plus en plus passionné
par les questions de recyclage. J'ai fait un livre sur le papier. Il y a 2 ans, on a franchi une étape très intéressante, puisque maintenant, plus de la moitié des papiers sont des papiers recyclés. Ce qui veut dire qu'on économise d'autant les troncs d'arbres. Donc ces questions-là de recyclage, c'est comme ceux qui ne sont pas spécialistes dans cette salle, il y en a peut-être quelques-uns, c'est de dire que vous économisez évidemment des matières premières, puisque vous multipliez le cycle d'utilisation des matières premières, mais vous utilisez aussi de l'énergie, puisque produire à partir d'éléments recyclés, évidemment, permet de dépenser beaucoup moins d'énergie, et notamment dans le verre, que si c'est une énergie première. Et il y a une autre question qui est intéressante, toujours dans ce domaine du cercle. C'est la question, vous savez, de Nicolas Hulot, le bain et la douche. La question, au fond, ce n'est pas une question d'eau, le bain et la douche, puisqu'il faut quand même se rendre compte que l'eau, c'est un bien qui est par définition recyclable. Donc, si vous utilisez plutôt des bains plutôt que des douches, vous allez évidemment payer plus cher. Mais la vraie rareté derrière, c'est l'énergie. Ce n'est pas l'eau que vous allez recycler et redonner quasiment indéfiniment. Donc, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est de faire à chaque fois la distinction entre la ligne et le cercle et avoir dans sa tête un accueil beaucoup plus grand à la vision circulaire de la vie. 3e leçon, les relations entre le privé et le public. Alors, j'ai bien suivi votre film et vous avez dit des choses qui peuvent être considérées comme scandaleuses ailleurs, puisque souvent on dit que l'eau est un bien commun et un bien qui est la propriété de tout le monde. Mais, en fait, si Dieu, s'il existe, a créé l'eau, il n'a pas forcément créé les tuyaux, ni les filtres. Et quelque chose qui a un coût, peut-il être gratuit? Il peut être gratuit si on décide qu'il soit gratuit. Mais cette gratuité-là, ça veut dire qu'on fonde le non-paiement sur la solidarité, mais pas sur des données économiques. Alors, se trouvent posées 2 questions très intéressantes pour nos sociétés. Et ça, ce sont des leçons de l'eau très intéressantes. C'est d'abord la question des régies et des concessions. Des régies municipales de l'eau ou des concessions de services publics. Avec une question très intéressante, est-ce que le secteur public a le monopole du service public? Question assez dérangeante et tout à fait passionnante. Et j'ai vu dans nos villes françaises, qui sont de temps en temps moins intelligentes que les vôtres et plus paresseuses, des gens qui ne savaient plus trop faire la distinction entre la droite et la gauche, et qui disaient « si je suis en régie municipale, ça veut dire que je suis à gauche, et si je suis en concession de service public, ça veut dire que je suis à droite ». Donc ça, c'est des questions clés qui sont très intéressantes, et l'articulation entre les responsabilités publiques et puis les apports de sociétés privées, c'est absolument clé dans ce domaine central. 2e question dans ce domaine, un peu comme les questions, et principalement dans les questions d'énergie. Je rencontre énormément de maires ces temps-ci, et leur réaction est la suivante. Ils me disent, écoutez, on a de moins en moins de subventions ou de flux d'argent venant de l'État. Donc on va s'autonomiser. Et donc on va nous-mêmes produire notre énergie. Et rompre avec un système qui en France a eu lieu juste après la guerre de 1939-45, c'est-à-dire qu'il y avait une énorme centralisation de la production d'énergie et chaque ville était tenue d'utiliser ce qu'on lui offrait. Les maires disent, mais moi, qui suis à Toulouse, j'ai par exemple de la géothermie,
j'ai des possibilités de biogaz, etc., etc. À un autre endroit de France, on dit moi j'ai d'autres possibilités, d'autres liaisons de gaz, donc j'ai pas envie d'être dans le même modèle. Et on voit de plus en plus, à la fois dans l'eau et dans l'énergie, des sortes d'autonomie comme ça des villes. Et évidemment, ça demande des technologies différentes. Et évidemment, ça demande des réseaux différents. Donc, ça demande de la recherche. Donc, ça demande de la recherche exactement du type de celle que vous menez ici. Quatrième leçon de l'eau. Et une question qui est assez dérangeante. Parce que c'est la question des rapports entre le court terme et le long terme et la question des rapports entre le visible et l'invisible. Quand vous êtes un élu, il faut quand même avoir une sacrée vertu pour ne pas préférer toujours une mesure visible à court terme. Visible parce que vous aurez la presse, et à court terme parce qu'on pourra en voir les bénéfices avant les prochaines élections. Donc, si vous n'avez pas une grande vertu, vous préférez la création de nouvelles unités de production d'eau plutôt que le lancement des travaux de réhabilitation des réseaux. Parce que pour la nouvelle usine, vous allez avoir la presse, alors que pour le lancement de la réhabilitation des réseaux, non seulement vous n'aurez pas la presse, parce que ça n'intéresse pas, mais vous aurez la protestation des habitants parce qu'il y a des travaux qui emmerdent tout le monde. Donc ça, c'est la question du visible par rapport à l'invisible. Et c'est aussi la question du long terme par rapport au court terme. D'où la question extrêmement incorrecte qu'on peut se poser. Bien sûr, il faut la démocratie, bien sûr, je suis démocrate, etc. Mais, étant donné la double pression des élections et aussi de la pression médiatique, est-ce que, écoutez bien, est-ce que la démocratie est compatible avec les décisions à long terme qu'impose le développement durable? Intéressant. Intéressant. Et donc, comment dans nos sociétés donner de la part de la valeur au long terme? Comment donner de la valeur au long terme? Comment ne pas se faire étrangler sans arrêt par la tyrannie du court terme? Et là, vous voyez bien dans ces questions d'eau. Et sur les questions de visibilité, il est très difficile d'avoir des images et l'intérêt des médias sur une question clé dont je ne mesurais pas l'importance, qui est la question de l'assainissement. Il y a 1 milliard d'êtres humains qui ne disposent pas d'un accès facile à l'eau potable. Mais il y en a 2,5 milliards qui n'ont pas de toilettes. Et je me souviens d'avoir travaillé avec des ONG sur cette question d'assainissement, qui est clé. Parce que s'il n'y a pas d'assainissement, il y a évidemment toutes les maladies qui sont possibles, mais d'autres conséquences qui peuvent être terribles. Si dans les écoles, vous n'avez pas de toilette, mais juste un trou dans un coin, évidemment, les filles ne vont pas à l'école. Et vous savez le drame que c'est pour une société quand les filles ne sont pas alphabétisées. Donc vous voyez, cette question-là du visible, de l'invisible, de l'assainissement, et dans ce cadre, donc j'avais mené une campagne pour cette ONG, et c'était, on m'avait demandé de trouver un slogan pour défendre cette campagne, pour essayer d'étendre les assainissements et les toilettes un peu partout. Et j'avais trouvé, mais ils ne l'ont pas retenu parce qu'ils craignaient le procès. Le slogan que j'avais trouvé, c'était « Des toilettes parce que je le vaux bien ». Évidemment, on avait peur d'avoir des frais d'avocat gigantesques. 5e leçon de l'eau, le réel et le virtuel. Et ça, c'est la leçon de vos pôles de compétitivité, votre pôle de compétitivité. Nous, on en a fait en France
Mais en gros, comme chaque élu voulait avoir son pôle, et qu'on n'avait pas d'argent, donc il y a 75 pôles de compétitivité, et il y a des pôles qui ont 2-3 millions d'euros, c'est-à-dire une misère, c'est-à-dire des non-pôles. Alors, ce qui m'intéresse, mais il faudrait que je reste un peu, qu'on m'en parle, que j'entende les différents points de vue, mais ce que j'ai entendu ici, c'est absolument la nécessité. Il faut évidemment travailler ensemble. Travailler ensemble, public-privé, travailler ensemble entre les entreprises et la recherche, fondamentale et appliquée. Évidemment, entre les petites et les grandes entreprises, il faut travailler ensemble. C'est la clé, travailler ensemble. Travailler, mais vraiment physiquement ensemble. Parce que, vous savez, il y a une date encore relativement récente, on disait, ça suffit les réseaux. On va s'envoyer des mails et puis tout ira bien. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait une machine qui était un accélérateur de compétences, et cette machine devait être au cœur, au fond, des entreprises ou des pôles. Cette machine, c'est la machine à café. Parce qu'on voit les gens. Alors on dit, oui, ils bavardent. Oui, mais c'est des êtres humains, ils échangent. Donc peut-être ils bavardent un peu, mais tant mieux. Et en même temps, ils échangent. Et on a mesuré, il y a une étude très intéressante du MIT qui mesure l'effet de la réalité. L'effet machine à café réel par rapport à la mise en réseau sans voir les gens. Et là, vous l'avez. Et on retrouve la question des territoires. Parce qu'il faut trouver l'espace pertinent, ni trop grand, ni trop petit. Ni trop grand parce qu'on est perdu, ni trop petit parce qu'on n'a pas les moyens de faire de la recherche, de faire de l'enseignement et de faire des exportations. Donc vous voyez, là aussi, dans le rappel au réel, on retrouve l'importance de la géographie. Avant-dernière leçon de l'eau, c'est la réflexion sur le risque et la précaution. Alors j'ai été très intéressé par ce qui a été dit dans votre film et je voudrais vous faire part d'une situation qui est la nôtre où, en général, mais s'il y a des contradicteurs, j'en serais ravi, c'est que jusqu'à présent, d'après ce que je sais, on est en avance sur la mesure par rapport au traitement. C'est-à-dire qu'on découvre de plus en plus des nouvelles molécules polluantes sans qu'on sache encore les traiter toutes. Donc, on génère de l'inquiétude, puisque avant on ne les connaissait pas, ces molécules. Donc on connaît les molécules qu'avant on ne connaissait pas, donc on supportait très bien. Maintenant on sait qu'il y a des mauvaises molécules et on ne sait pas encore les traiter. Donc ça, c'est un peu cette question-là d'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on peut avoir de la prime au catastrophisme en disant « Ah là là, c'est de pire en pire », alors que simplement on mesure mieux qu'avant. Donc ça, c'est une question qui, moi, m'intéresse beaucoup. Maintenant, il y a un autre point, c'est la question du risque et de la précaution. Nous avons, dans notre Constitution, inclus le principe de précaution. Alors, outre que juridiquement, on ne sait pas trop quelle est sa valeur, ça entraîne une sorte d'autocensure permanente. Et on se pose des questions. J'ai l'immense honneur à l'Académie française d'être au fauteuil de Pasteur. Est-ce que vous pensez que si on avait suivi le principe de précaution, le jeune Joseph Meister aurait été traité comme il a été traité? Premièrement. Deuxièmement, dans nos vies personnelles, si nous avions tous suivi le principe de précaution, lequel d'entre nous se serait marié? Pire, lequel d'entre nous, dont je suis, se serait remarié? Donc, la précaution, c'est bien, mais la vie, c'est quand même pas une somme de précautions. Donc la précaution, évidemment, c'est la moindre des choses. Et puis un autre élément qui m'intéresse beaucoup, c'est le risque du non-risque. C'est-à-dire le risque de ne jamais prendre de risque. Et nous, on voit en France, où il y a une sorte de méfiance par rapport au risque, et on veut être plus dans une tranquillité qui, évidemment, est de plus en plus menacée. Dernier point.
et on en avait parlé quand j'ai préparé cette rencontre. C'est la relation entre les menaces et les opportunités. C'est vrai qu'il y a des menaces, c'est vrai que le réchauffement, par exemple, va entraîner une alternance avec de plus en plus d'inondations. Comment on lutte contre les inondations, comment on fait, même si on renacle tellement à lutter contre le réchauffement, mais enfin, admettons qu'il y a un réchauffement, qu'est-ce qu'on fait contre les inondations et qu'est-ce qu'on fait contre les sécheresses? Donc, ce sont évidemment des menaces. De la même manière, étant donné que de façon très probable, il y aura une augmentation du coût de l'énergie, qu'est-ce qu'on fait? On peut attendre, on peut lutter contre les dépenses d'énergie, et puis on peut aussi bâtir des logements ou des immeubles qui sont quasiment neutres en termes d'énergie, qui au fond produisent pas d'énergie, c'est-à-dire la différence entre l'efficacité et l'efficience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute menace correspond à un besoin de répondre à cette menace. Et donc on peut dire, je suis terrorisé par ces menaces, ou j'essaye de répondre à ces menaces, et à ce moment-là, les menaces deviennent des opportunités. Et il y a deux façons d'agir quand le vent souffle. Soit vous vous enfermez chez vous et vous vitupérez l'époque, soit vous bâtissez des moulins à vent. Et j'étais, il n'y a pas longtemps, à Toulouse, où j'ai vu le patron de différentes sociétés présenter les différentes technologies du logement, du bâtiment, et c'était formidable de voir, par exemple, les différentes catégories de verre avec Saint-Gobain, mais aussi le plâtre. Rien, a priori, n'est plus bête que le plâtre. Or, figurez-vous qu'aujourd'hui, même le plâtre devient smart. Eh oui. Et parce qu'il y a des capteurs, parce qu'on peut faire un plâtre qui réagisse, et même les routes deviennent intelligentes aussi. Donc toute cette question-là de menaces et d'opportunités me fascine, et c'est ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui. Alors, je voudrais finir par 2 points. Ma conviction la plus profonde vient de la définition vieille de la politique. La politique, c'est l'art du possible. Donc, avec ce genre de rassemblement des savoirs et des compétences, quelque chose me dit qu'on est en train d'accroître le champ du possible. Et moi, la question qui me vient toujours, et dans ma vie personnelle, et dans la participation à la vie sociale, est-ce qu'on a vraiment tout fait? Est-ce qu'on ne pourrait pas encore aller plus loin et voir quel est, étendre encore une fois, le champ du possible? Deuxième remarque, et là je m'adresse de nouveau aux élus. Une ville, une cité, voire une nation, n'est pas simplement une somme de solutions. Pas simplement une somme de solutions. C'est aussi une vision. En résumé et en conclusion, la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut, même si le régime est monarchique, il faut un projet commun, ce qu'on appelle chez nous, de l'autre côté du Kiévrin, une république, une respublica, c'est-à-dire une affaire commune, c'est-à-dire, il revient aux élus d'avoir une vision. Merci. Non, c'est, vous voyez, à chaque fois que je fais référence aux élus, c'est évidemment ma nostalgie de ne pas être élu. Évidemment. Mais quand les élus me prennent d'un peu trop de haut, ça arrive, jamais ici, hein, mais
en France, ça arrive parce que vous savez que la France est quand même le pays de la morgue. Et donc, il me regarde et dit, oui, évidemment, toi, t'es pas élu. Alors, j'ai dit, peut-être, mon petit loup, mais toi, t'es élu, mais moi, je suis élu. Voilà, merci beaucoup pour cet esprit bouillonnant auquel vous nous avez déjà habitués et dont on ne se lasse pas. C'est aquatique, le bouillonnant. Exactement, c'est bien ce que je voulais dire.